Merci, bonjour à toutes et tous pour ce nouveau webinaire organisé par l'IRENET, notre réseau national de l'économie territoriale, voilà, et qui est sur un sujet aujourd'hui assez ciblé sur les enjeux du tourisme en moyenne montagne. Mais on verra d'ailleurs que les points que nous allons travailler aujourd'hui ou échanger peuvent concerner d'autres types de territoires qui peuvent être monoactivités ou concernés par les enjeux de transition écologique. Peut-être la slide d'après. Donc voilà, nous avons, comme d'habitude, des intervenants de qualité, euh, avec Hélène de Kergariou. Vous êtes commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif du Jura et en charge, je crois, du programme Avenir Montagne pour le compte des services de l'État, de la NCT et de la Banque des Territoires, c'est bien ça? Oui, entre autres, effectivement. Donc, en charge du programme Avenir Montagne, investissement et ingénierie, qui est en train de se terminer pour l'État, et la Banque des Territoires est un des partenaires. Ok, merci. Et donc nous avons Isabelle Lett, vous êtes chef de projet Avenir Montagne, dans le massif des Vosges, pardon, en Alsace, dans le pays de Turdolaire. Vous nous en direz évidemment un petit peu plus tout à l'heure, puisque c'est votre territoire qui servira un petit peu de retour d'expérience par rapport à la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Et vous avez conduit un projet de développement du territoire sur les questions touristiques. C'est ça, Isabelle? C'est ça. Donc, en tout cas, pour ma part, le programme Avenir Montagne s'est terminé au mois de décembre. Mais voilà, je pourrais vous partager le retour d'expérience sur les 4 années du programme. D'accord. On ne vous entend pas très très bien. Je ne sais pas si c'est possible, soit de vous Alors, rapprocher de votre micro d'ordinateur ou de parler un tout petit peu plus fort, parce que le son est assez faible. ok. Et je vais augmenter le micro aussi. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et pour finir, on a Christophe Voineau, qui est consultant senior au sein du cabinet Terre d'Avance. On est deux aujourd'hui. Voilà, et Christophe, bah, tu es spécialisé en développement touristique et économique. Et c'est toi qui as Oui, piloté notamment euh, le projet touristique du pays de Pur-de-l'Air avec Isabelle Lett et avec Hélène de Kerguelen. tout à fait. Et puis du Jura, avec un autre chef de projet pour le pays du Haut-Jura. Tout à fait, je Super, les ai accompagnés dans l'élaboration de cette stratégie de transition touristique. parfait, merci. Et puis merci à Annabelle, présidente des Rainettes, de gérer toute la partie logistique. Donc c'est le nom Claudine Piton qui s'inscrit, mais c'est Je ne suis bien. pas Claudine. Ah, d'accord. Voilà. On enchaîne peut-être par les diapos d'après. On vous propose un petit exercice voilà, histoire de un petit brise-glace en quelque sorte, qu'on dévoilera un peu plus tard dans la séance. On vous laisse vous connecter. Alors soit avec votre téléphone, vous pouvez faire une capture d'écran du code barre, comme ça vous allez directement sur wooclap.com et normalement une question vous est posée. L'idée, c'est d'écrire en un seul mot à quoi vous fait penser les enjeux du développement touristique et économique en moyenne montagne. Voilà. En un seul mot, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Ou alors, vous attachez la phrase courte que vous voulez écrire. Vous pouvez aussi aller sur Internet, si vous êtes sur un ordinateur, sur wooclap.com, et ça va vous demander un code d'événement qui s'affiche BRMOHB. Donc, on vous laisse quelques secondes pour vous puissiez vous connecter, voilà, rentrer votre proposition et puis on la partagera plus tard. C'est bon, vous avez pu prendre connaissance. Et puis oui, il y a dans la barre effectivement Zoom, vous avez une petite icône discuter, hein, c'est le chat. Et ce qu'on vous propose, c'est plutôt de couper votre caméra et votre micro, mais par contre d'inscrire effectivement vos questions s'il y en a, ou vos remarques, ou vos commentaires, ou vos expériences dans la discussion, et comme ça, on prendra au fur et à mesure, on fera des petits temps d'échange et de partage. On n'est pas nombreux,
Et donc, c'est l'occasion aussi peut-être de pouvoir échanger un petit peu plus avec vous. Vous pourrez aussi prendre la parole si nécessaire pour compléter votre question tout à l'heure. Christophe, je te laisse peut-être avancer du coup sur le déroulement un petit peu de la présentation. Tout à fait. Voilà, des objectifs et puis ensuite du zoom en termes de retour d'expérience. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment un retour d'expérience pour les développeurs territoriaux. Euh, c'est vraiment de voir des éléments qui sont assez opérationnels pour vous, les développeurs territoriaux. Et c'est pas un panorama théorique du tourisme durable du tout. Donc, on va parler d'ingénierie, d'arbitrage, de gouvernance, des limites. Et puis qu'on a deux territoires touristiques de moyenne montagne qui sont assez typiques, donc les enseignements sont assez transférables. Mais en l'occurrence, même si c'est de la moyenne montagne, je pense que pour tous les territoires qui sont structurés par une activité touristique, y compris aussi en bord de mer ou dans des territoires ruraux, il y a des enseignements aussi utiles. Et on va traiter les territoires de moyenne montagne, donc on n'est pas dans la haute montagne, on n'est pas dans les stations spécialisées dans le ski, dans les Alpes, dans les Alpes à haute altitude, parce que là, les enjeux sont différents. On a donc le pays de Tur-de-l'Eure et le pays du Haut-Jura, un dans le massif des Vosges, l'autre dans le massif du Haut-Jura. Et c'est des situations qui sont devenues très, très représentatives, c'est-à-dire que on a des territoires qui sont assez structurés par une activité touristique autour de la neige, historiquement, que ces modèles touristiques sont fragilisés, mais qui sont encore structurants. Et puis que du coup, on a une forte attente vis-à-vis des élus, vis-à-vis des équipes de développement pour savoir ce qu'on fait concrètement et avec quels moyens pour faire évoluer l'offre et affronter ces questions de transition écologique. Donc, vous voyez que ces territoires de moyenne montagne, on a des petits centres urbains et puis on a ces prairies et ces forêts qui sont très constitutives des paysages. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur le contexte actuel du tourisme en moyenne montagne et le diagnostic territorial de ces territoires pour ensuite aller voir comment est-ce on a fait évoluer l'offre touristique en deuxième partie. Une petite remarque sur de la méthodologie, sur des difficultés qu'on a rencontrées, mais sur ce territoire-là, mais qu'en fait nous rencontrons sur tous les territoires, et puis terminer par la conclusion et les enseignements. Pour le coup, pour commencer, le point de départ, le déclencheur, c'est le changement climatique, c'est le réchauffement climatique, et c'est notamment une dégradation rapide de l'enneigement. Mais avec ça, face à ces dégradations rapides, on a vraiment un besoin de données climatiques territorialisées et objectivées indispensables. N'est-ce pas, Isabelle? Oui, alors là, pour le coup, on a plusieurs sources de données, mais qui sont quasiment toutes reliées à Météo France. Donc, on a bénéficié d'une étude ClimSnow sur les années 2022, 23, 24. Et aujourd'hui, quand on veut de la donnée à jour, toutes les données sont disponibles via l'ADEME, qui est elle-même reliée aux données Météo France. Donc, ces données-là, elles sont indispensables pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Malgré tout, on voit des freins, on les constate tous les jours. Et je voulais parler d'un frein un peu particulier qui n'est pas forcément celui du déni, comme on peut l'entendre dans les médias aujourd'hui, de dire non, le changement climatique n'existe pas, mais plutôt d'un frein qui est pour je les appellerais les techniciens de la neige, c'est-à-dire ces personnes-là qui font en sorte que les visiteurs puissent venir skier, donc c'est-à-dire qu'ils vont gérer la neige naturelle, mais qui vont aussi gérer de la neige de culture. Et ce sont des gens, pour avoir travaillé un tout petit peu avec eux, qui sont des vrais passionnés, qui ont cette passion de la neige chevillée au corps. Et pour eux, c'est pas du déni, c'est plutôt une question du deuil. Comment abandonner cette passion qui les fait vibrer aujourd'hui. Et pour eux, c'est difficile. C'est au-delà du déni, c'est comment abandonner quelque chose qui les passionne. Et donc, du coup, c'est doublé du fait que, notamment sur ton territoire, il y a des stations qui sont publiques. Et donc, il y a aussi doublé du sens du service public. Ouais, ouais. C'est des gens qui sont capables de travailler une nuit complète
et d'ouvrir le lendemain matin alors que c'était pas prévu. On voit la différence avec des stations privées et publiques. Quand une station privée dit j'ouvre le 15 décembre, elle ouvre le 15 décembre. La station du Markstein dont on a vu la photo tout à l'heure, s'il y a de la neige le 30 novembre, eh ben, elle va ouvrir le 1er décembre parce que ils auront travaillé cette neige le 30 novembre et dans la nuit du 30 au 1er, et le 1er, ils ouvriront, même s'il n'était pas prévu d'ouvrir. Donc, c'est ce sens de quand il y a de la neige, on en profite et on est hyper réactif pour pouvoir le faire. Et donc avec tout ça, le rôle clé des développeurs, c'est vraiment d'objectiver ça. C'est qu'on voit qu'il y a un besoin pour convaincre, pour s'adresser aux alus, d'amener ces éléments quantitatifs, objectivés, territorialisés, de les traduire dans les enjeux, et puis de les accompagner, parce qu'on voit que c'est tellement violent que on a eu même dans l'émission, on a choisi les moments dans lesquels on délivrait ces informations-là, parce qu'à certains moments, on s'était dit qu'ils étaient pas mûrs pour recevoir l'information et que ça allait pas marcher. Mais si on pense à la neige, c'est vraiment l'élément déclencheur. Au-delà de la neige et du seul tourisme, en fait, on a vraiment une question autour de la ressource en eau et de la sécheresse. C'est-à-dire que ce dérèglement climatique, ça crée des tensions sur l'eau, des surplus d'eau en hiver, d'eau liquide, moins de neige, plus d'eau liquide, de sécheresse en été. Du coup, ça fragilise les forêts. Ça génère des conflits d'usage, notamment sur l'eau. On utilise l'eau pour les tourismes, pour faire du spa, pour les industries qui existent, pour l'agriculture qui en a besoin. Ça se raréfie, notamment en été. Et on l'a bien vu là dans le territoire de Turdelaire en particulier, qu'on avait ces questions se sont posées. Isabelle. Alors, ouais, je vais vous parler des deux images qui sont à l'écran. Donc, la première, c'est une installation d'acrobranche qui est dans le haut de la vallée. Et vous voyez les arbres qui souffrent du dépérissement. Alors là, il y a une question d'eau, clairement. Et donc, l'activité, elle doit s'adapter à ça. Là, les arbres que vous voyez, ils ont été coupés. Tous les parcours ont été abaissés. Et en gros, ils ont utilisé, enfin, ils ont créé des parcours enfants spécifiques à cet endroit-là. Mais à un moment, quand tous les arbres souffrent, on peut pas créer que des parcours enfants à 1 mètre du sol. À un moment, il faudra trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, là, c'est vraiment l'illustration avec un parcours d'acrobranche qui, en 15 ans, a vraiment changé de visage. Enfin, en tout cas, on voit plus la même chose qu'il y a 15 ans, quoi. Et puis le deuxième exemple, alors là, c'est un exemple très récent puisque ça date de la semaine dernière. C'est la question en lien avec la sécheresse, des incendies. C'est un phénomène qui est complètement nouveau, dans les Vosges en tout cas. Les premiers incendies, les premiers gros incendies marquants, ils datent de moins de 5 ans. Alors, les anciens diront, il y a toujours eu des départs d'incendie, mais entre un départ d'incendie et 5 hectares dans une forêt qui brûle, il y a quand même une échelle qui change et qui peut impacter l'avenir. Donc du coup, il y a vraiment, nous, quand on évolue à la stratégie touristique, c'est vraiment une stratégie de transition. Donc il faut qu'elle soit compatible avec les plans climat, la biodiversité, les mobilités. C'est pour dire que la réflexion, quand on fait un schéma de développement touristique, là, on a vraiment besoin de tenir en compte ces éléments-là. Mais si le tourisme pâtit du dérèglement climatique, en fait, il en est aussi la source. Et c'est un angle qui est politiquement sensible, hein, parce qu'on a des mobilités touristiques qui sont majoritairement carbonées, et on sait que dans le tourisme, c'est vraiment un élément important, le déplacement. On dépend beaucoup des véhicules individuels, et puis on a un parc d'hébergement touristique qui est ancien et énergivore. Donc, vous voyez là, à l'image là du pays Turdelaire. Isabelle. Eh bien oui, sur ces mobilités carbonées, pour montrer que, alors on a la chance d'être dans une vallée qui bénéficie encore d'un train et même d'un tram-train. Donc c'est quelque chose qui permet de relier la ville de Mulhouse qui est à 20 minutes et donc qui peut partir de la gare de Mulhouse jusqu'en haut de la vallée.
Et malgré et la photo du milieu, c'est la navette des crêtes. C'est aussi un dispositif qui permet de relier toutes les villes dans les vallées, enfin, quand je dis vallée, c'est à l'extérieur du massif, hein, et qui permet de se rendre sur les crêtes. Et malgré ces dispositifs-là, eh ben, on voit toujours beaucoup de voitures. Donc, au-delà des équipements et au-delà des aménagements, il y a bien une question de changement d'habitude et de changement de pratique qu'il va falloir travailler. Parce que là, en croisant et du tram-train et de la navette des crêtes, venez le week-end dans le sud du massif des Vosges et vous verrez que c'est encore et toujours la voiture qui prend beaucoup de place. Et donc, il va falloir travailler cette question de comment on fait changer les habitudes, peut-être avec un peu plus de contraintes, parce que sinon, sans contraintes, peut-être que ça mettra trop de temps à changer les habitudes. Parce que je pense qu'avec le temps, les gens peuvent modifier leurs habitudes, mais là, on n'a peut-être pas forcément ce temps-là devant nous. Et le dernier exemple, c'est de montrer que pour accueillir des gens qui viennent sur un séjour de minimum 2, 3, 4 jours, voire une semaine, eh ben, on est face à cet enjeu-là d'avoir des hébergements qui parfois ne répondent pas aux attentes des clientèles. Alors, d'un point de vue utilité aussi, enfin, et même là, on a des chambres qui sont quand même pas très attractives. Mais en plus de ça, il y a des hébergements qu'il faut rénover pour un confort d'hiver, pour avoir des coûts de chauffage qui soient maîtrisés et puis qui soient vivables en été. Donc, il faut travailler ce confort d'été parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, et ces problématiques, elles se posent exactement de la même, enfin, non, pas exactement, mais se posent également dans le pays du Haut-Jura. Et donc, vraiment, ces éléments-là, ils sont intégrés dans l'élaboration de la stratégie de transition. Et du coup, ça nous amène sur le constat, si on rentre dans le diagnostic territorial, dans les deux territoires, pays du Haut-Jura et pays Tur-de-l'Air, les atouts, ils sont forts. C'est les ressources naturelles, les paysages qui sont préservés, que vous avez pu voir avant, qu'on revoit aussi, qui sont vraiment le socle de l'attractivité. Et il y a une offre d'activité de plein air qui est déjà riche, de plein air hors neige, que ce soit randonnée, VTT, escalade, canyoning, parapente, il y en a beaucoup. Et puis, il y a un terreau patrimonial, culturel, des savoir-faire qui sont le fruit d'une longue histoire. Dans les deux territoires ont chacun leur histoire. Donc, que ce soit dans le pays de Tur-de-l'Air, Isabelle. Et comme vous le voyez à l'image, dans ce patrimoine, on va dire, culturel et des savoir-faire, il y a le premier, je le mets parce que c'est la première diapo en haut à gauche, c'est lié à l'agriculture. Donc là, on est plutôt en entrée de vallée et on est sur le vignoble. Mais si vous regardez en haut à droite, vous avez aussi de l'agriculture de montagne, avec cette particularité typique de la moyenne montagne, avec peut-être plus dans les Vosges que dans d'autres massifs, l'existence de ces fermes-auberges qui conjuguent à la fois le côté agricole et l'accueil des visiteurs. On peut voir aussi un volet important sur l'histoire. Alors, à la fois l'histoire industrielle, c'est l'image en bas à droite sur l'écomusée textile du parc de Vesserlin, donc qui est vraiment une trace très importante du passé industriel de la vallée, et aussi l'histoire conjuguée avec l'histoire avec un grand H, donc la Première Guerre mondiale, avec des sites mémoriels importants, dont le mémorial du Hartmannswiller Kopf que vous voyez au milieu en bas. Mais aussi l'histoire avec l'histoire du train. Les deux vallées de la Dolère et de la Thur, la vallée de la Thur notamment a accueilli la première ligne de chemin de fer il y a très longtemps. Et donc un des vestiges, c'est un train historique qui permet de retracer un peu ces parcours qui ont démarré au 19e siècle. Et puis le passé géologique aussi qui permet de découvrir là encore un aspect historique en même temps que les ressources du territoire. Et à sa manière, vous voyez, il y a un parallèle. Le pays du Haut-Jura a également
oui, une offre un peu similaire, mais avec ses spécificités, chacun fruit de son histoire. Hélène? Oui, en effet. Alors, le massif du Jura, quand on y pense dans la représentation générale, c'est d'abord des paysages qui sont nés au moment de la formation des Alpes. Il y a eu un mouvement tectonique des plaques qui est venu plisser la partie située au nord. Et du coup, on a un massif qui est composé du point de vue géologique d'une manière très particulière. C'est un massif qui ne ressemble pas au massif des Vosges ou au massif central, qui sont aussi des massifs de moyenne montagne, mais c'est un massif qui est composé en plateau et puis qui se termine par ce qu'on appelle la haute chaîne, et avec un mouvement du paysage qui est assez incroyable. Donc ça en fait sa renommée. Et notamment aussi compte tenu de sa géologie karstique. Mais le massif du Jura, il se caractérise aussi par une grande histoire industrielle et artisanale qui est liée également aux filières ancestrales de la forêt et de l'agriculture. Et donc, ça a permis de conserver vraiment une richesse économique très diversifiée. Donc, vous voyez, on a des productions agricoles fromagères à haute valeur ajoutée, avec tout le monde connaît le comté, bien entendu, le morbier, le mont d'or, le bleu gex. Donc ça, c'est des AOP du massif du Jura. Je fais un petit peu ma représentante en tourisme là du massif du Jura, mais en effet, donc des productions à haute valeur gastronomique. Mais le massif du Jura aussi, c'est le berceau de la lunette. 80% des lunettes françaises sont fabriquées dans le massif du Jura. Ensuite, il y a tout ce qui est diamantaire. Alors, c'est moins connu, mais tout ce qui est taille des pierres, la lapidaire, le diamantaire. Il y a la boissellerie et tout ce qui est travail du bois, l'artisanat autour de la piperie. Bref, énormément. Il y a aussi l'horlogerie. Il y a pas la photo de l'horlogerie, mais les micro-techniques, les micro-mécaniques, tout ça a perduré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, dans le massif du Jura, il y a une multitude d'économies plus ou moins importantes, mais qui constituent finalement la robustesse de ce massif. Et finalement, la filière touristique n'est pas la filière principale comme elle pourrait être dans d'autres massifs d'altitude qui ont misé effectivement sur la neige. Le massif du Jura, le tourisme, c'est 3% de l'économie. C'est important, ce sont des emplois, c'est valorisant, c'est à préserver, c'est à maintenir et à développer, mais c'est pas l'économie principale du massif du Jura. Et vous voyez, l'intérêt, c'est qu'on voit que dans ces deux territoires, c'est vraiment le fait qu'on est sur plusieurs EPCI, qu'on a cette offre complémentaire. Là, on est sur des territoires qui sont administrativement différents. Et avec ça, les inconvénients, c'est que, on a déjà dit autour de la mobilité et de l'hébergement, mais c'est qu'il y a peu d'activités sportives qui sont en intérieur. Donc, quand on a du mauvais temps, on a un manque d'offres. On a les déséquilibres saisonniers et spatiaux. Il y a beaucoup de touristes dans certaines zones, pas dans d'autres. C'est à certains moments au cœur de l'été ou au cœur de l'hiver. Et surtout, on a ce manque de lisibilité de l'offre, que ce soit pour le pays du Haut-Jura, où on a 4 offices du tourisme avec 4 sites web. Et c'est pareil dans le pays de Turdolaire, Isabelle, où on a 3 EPCI. C'est ça. Et où on avait une destination commune, mais qui a disparu, entre guillemets. Donc nous, c'est pas quatre offices de tourisme et 4 sites web, mais 3. Donc 3 offices de tourisme et 3 sites web. Et ce qui est à noter, c'est qu'il y avait eu une recherche de communication sur la destination au travers d'une dénomination qui était Haute-Vosges d'Alsace. Et ça a été un échec. Alors tout au début de l'histoire d'Avenir Montagne, c'est-à-dire début 2022, au moment du lancement d'Avenir Montagne, les EPCI ont fait le constat qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur cette nécessité de communiquer au travers d'une destination. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, enfin maintenant aujourd'hui, hein, on ne communique pas sur une destination, mais on communique sur une structure administrative. Ce qui pour des visiteurs n'a pas forcément de sens. Mais aujourd'hui, les 3 EPCI communiquent différemment, chacun pour son territoire administratif, et on n'a pas cette notion de destination
de dire, on vient dans un territoire qui pourrait s'appeler les Hauts-de-Vosges d'Alsace, où on pourrait venir dans le Haut-Jura, par exemple. Là, le parallèle est exactement le même. C'est cette difficulté à voir la destination comme quelque chose de plus large qu'un périmètre administratif. Je reprends la main si ça te va, Christophe, Isabelle et Hélène. Euh, alors, j'ai rien vu dans le chat, mais n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'ai quand même une question à vous poser à toutes les deux, puisque on voit bien à travers les diagnostics qui ont été tissés qu'il y a un changement significatif des éléments de l'environnement, que ce soit en termes évidemment de transition écologique, mais aussi de besoins d'attente des utilisateurs, des clients, des clientèles. Est-ce que par rapport à ce qui a été présenté sur le deux territoires, vous êtes en capacité finalement de mesurer les impacts de ces changements? Est-ce que par exemple il y a des impacts sur la fréquentation touristique? Voilà, est-elle en baisse? Est-ce qu'elle se maintient? Est-ce qu'elle se développe? Est-ce qu'il y a des impacts sur le développement économique? Est-ce que, par exemple, les entreprises sont en difficulté aujourd'hui du fait de ces évolutions qu'on vient d'évoquer? Et est-ce qu'en termes d'attractivité, par exemple, d'évolution de la population des territoires, là aussi, il y a des constats possibles. Enfin, je veux dire, est-ce que vous mesurez aussi en parallèle les effets mesurables, concrets de ces évolutions sur finalement l'attractivité du territoire, son dynamisme, que ce soit d'un point de vue touristique ou économique? Je ne sais pas qui veut prendre la main. La question porte sur les impacts du changement climatique par rapport à tout ça? Changement climatique, mais aussi changement des comportements d'utilisateurs. Par exemple, on disait Oui, tout à l'heure que voilà, il y a un besoin de confort, ou en tout cas des besoins en termes d'hébergement touristique qui ne sont pas ceux des années 1980. Est-ce que le fait que, par exemple, l'offre touristique n'est pas tout à fait toujours à la hauteur de ces besoins dégrade la fréquentation, par exemple? alors, pour ce qui concerne la fréquentation, le massif du Jura a de tout temps été un massif attractif pour le tourisme familial, le tourisme social. Et de ce fait, il y a beaucoup de fidélité, fidélité de génération en génération. Donc, on constate que, en termes de fréquentation, euh, c'est toujours, c'est toujours au rendez-vous. Après, les activités elles-mêmes changent, que ce soit l'été ou l'hiver. Quand l'hiver, il n'y a pas de neige, et ben, forcément, l'activité est moins forte et donc il y a moins de journées ski. Donc, économiquement parlant, pour le tourisme, c'est défaillant. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros travail de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on offre aux touristes qui viennent notamment l'hiver, mais aussi l'été, parce que parfois l'été, il y a des problèmes de sécheresse. On ne peut pas aller dans les forêts parce qu'il y a du danger. On ne peut pas aller faire de la navigation ou du canyoning parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les cours d'eau, parce qu'il y a des cyanobactéries, etc. Donc, c'est vraiment le changement climatique provoque des problématiques été comme hiver. Hein. Et donc, c'est là tout l'enjeu de la filière touristique, d'aller proposer, j'allais dire, des nouveaux modèles économiques, parce on ne pourra plus parler de un modèle économique de l'hiver qui est effectivement très rentable, et puis d'un modèle économique de l'été sans problématique vis-à-vis de la sécheresse ou de la chaleur ou de l'eau, etc. Donc là, c'est vraiment la question, comment on construit des nouveaux modèles économiques qui vont finalement irriguer économiquement la totalité du territoire. Voilà. Donc ça, c'est la question actuelle. Après, sur ce qui est de l'attractivité et de l'évolution démographique, le massif du Jura, et particulièrement le pays du Jura, on est sur la bande frontalière avec la Suisse. Donc la démographie, elle est plutôt en hausse, en fait. Oui, elle est tirée par la Suisse, quoi. Elle est tirée par l'attractivité suisse, hein, donc les gens, pour ceux qui ne connaissent pas ce territoire, les gens viennent d'ailleurs
ou sont déjà locaux, mais il y a beaucoup de personnes extérieures au massif qui viennent s'installer côté français en bordure de frontière, mais pour aller travailler en Suisse parce que les salaires sont très attractifs. Donc ça crée des problèmes de foncier, de mobilité, et puis des problèmes de recrutement, notamment de saisonniers dans ces secteurs-là, Ok, côté français. merci. Voilà. Merci, Oui, c'est un Hélène. peu long, pardon. On aura donc une Tout à deuxième dire. partie du webinaire qui portera sur justement sur la politique ou l'évolution de la stratégie d'adaptation par rapport à ces changements. Peut-être juste un mot, Isabelle, sur la mesure des impacts démographiques, économiques, touristiques de ces changements. Est-ce que c'est assez comparable avec le Jura, c'est-à-dire finalement une certaine stabilité parce qu'il y a un attachement au territoire, ou est-ce que sur votre territoire, vous avez constaté des évolutions différentes? Alors, comme le massif du Jura, le massif des Vosges est un massif qui est extrêmement accessible. Donc, on ne mesure pas, enfin, on n'observe pas de baisse de fréquentation. On aurait plutôt tendance à observer une augmentation de la fréquentation, mais plutôt de la fréquentation de toutes les personnes qui habitent autour du massif. Donc, c'est plutôt des gens qui viennent à la journée. Et ce qu'on peut observer, c'est plutôt un déséquilibre, parce que les gens viennent à la journée, alors consommer de l'activité ou pas. Mais ce qui peut être observé aujourd'hui, c'est qu'ils ne restent pas. Et aujourd'hui, ce qui fait la valeur économique en tourisme, c'est qu'il y ait du séjour, c'est qu'il y ait des gens qui dorment sur place, qui mangent, etc., etc. Hmm. Donc ce déséquilibre-là, on le voit. Et contrairement au massif du Jura, on n'a pas l'impact de la Suisse, on est quand même un tout petit peu plus loin. Et donc, on a plutôt une déprise démographique. Alors même si elle n'est pas catastrophique, mais elle est quand même, il y a une petite déprise parce qu'on est quand même un peu plus loin Hmm. de la Suisse. Ok, merci, merci Isabelle. Peut-être revenir, Christophe, si tu veux bien, à la slide qui présente les mots-clés, qui est juste après celle-ci. Merci. Est-ce que, là je m'adresse aux participants de ce webinaire, est-ce que ceux qui ont complété, et merci de l'avoir fait, ce petit quiz, vous voulez commenter votre commentaire, entre guillemets. Quelqu'un a dit véritable sujet d'actualité. Est-ce que sur vos territoires, vous rencontrez des problématiques comparables? Euh, voilà, on a aussi le mot adaptation, diversification à venir. Enfin, on retrouve évidemment des choses. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez là activer votre caméra et votre micro. On vous écoutera avec plaisir. Sinon, on poursuit et puis on. Je me Oui, permets, Didier, moi Annabelle. j'ai mis reconversion parce que dans l'image que j'en ai, ce sont des territoires construits autour de l'équilibre station. Alors je me trompe peut-être, hein, je suis pas expert de la montagne puisque moi je suis plutôt bord de mer. Et donc c'était reconversion parce que toutes ces stations, etc., et toute cette économie autour de la neige, je pense aux compétences mobilisées sur alors je suis je suis pas très à l'aise avec le sujet, mais les télésièges ou tout ça, enfin j'imagine qu'il y en Les a. remontées mécaniques. Pardon? Les Les remontées remontées mécaniques. mécaniques, exactement. Comme ça se voit que je vais pas beaucoup à la montagne. Et ben tout ça, c'est quand même des métiers l'été, et j'imagine que les saisonniers, l'hiver, pardon, et les saisonniers d'hiver sont employés généralement comme saisonniers d'été dans des territoires, on va dire plus traditionnellement touristiques. Donc comment est-ce que ça se passe en fait? Donc je parlais à la fois de reconversion de l'économie, mais aussi reconversion des personnes qui sont sur place. Voilà, moi c'était plutôt ça. Hélène, est-ce que tu veux. Parce que c'est Pardon, sur les routes, ça va j'ai être eu plus. une alerte mail et j'ai regardé mes mails en même temps, ce qui est scandaleux. Je vais fermer l'autre écran. Mais j'ai compris qu'on parlait de reconversion et d'avenir des saisonniers qui finalement C'est ça. voient leur poste d'hiver mis à mal. Ben là encore, on en revient à toute la réflexion sur comment on anticipe avant de se retrouver au pied du mur, comment on anticipe la situation des socioprofessionnels. Les saisonniers en font partie. Et donc, il y a des réflexions sur les bi-tri-qualifications. Il y a des réflexions sur la grande agilité à avoir, parce que les collectivités ou les syndicats mixtes qui
embauchent, qui emploient des saisonniers, ils peuvent pas dire aux saisonniers, bon, vous venez et puis je vous fais travailler quand je sens qu'il y a besoin de travailler. Donc, ils les embauchent pour la saison. Donc, il faut qu'ils rentabilisent ça aussi, en même temps qu'il faut qu'ils offrent des activités à leurs touristes. Et donc, l'objectif, c'est de déployer des activités diverses et de faire en sorte que les saisonniers ils soient multifonctions et qu'ils soient soit perchistes, soit accompagnateurs ou loueurs de VTT, de trottinettes ou ce genre de choses, et qu'ils soient aussi formés à la biodiversité, formés à la randonnée, etc. Donc il y a des liens aussi à faire avec les accompagnateurs en montagne. Donc c'est compliqué, c'est encore très compliqué, mais il y a cet effet bitriqualification et cette obligation d'offrir des conditions de travail, d'hébergement qui soient favorables pour que les saisonniers reviennent. Et même parfois qu'ils restent toute l'année parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'été, le tourisme d'été est de plus en plus important et du coup, il y a une jonction entre été et hiver avec des saisonniers qui sont les mêmes de plus en plus. Merci beaucoup, Hélène. Christophe, peut-être peut-on passer à l'évolution de l'offre, parce que c'est aussi des recherches de solutions Tout à fait. qui font suite au constat. Qu'on a déjà abordé, c'était très bien ces questions, ces transitions, parce que justement, il ne faut pas attendre l'offre magique qui va remplacer la neige. Ça, il n'y a pas. Il faut construire une offre qui est plus robuste à l'année. Hélène vient de l'évoquer avec ses multiples qualifications. Ça demande de l'agilité de la part des socioprofessionnels. Hein. Ça veut dire aussi que quand je loue des skis, d'être capable rapidement de mettre les skis derrière pour louer les vélos et de passer des skis au vélo et des vélos au ski au cours même de la saison d'hiver. Et puis, ce qu'on voit, c'est que il y a besoin de travailler à la bonne échelle territoriale. Et l'échelle territoriale, c'est l'échelle du pays. Parce qu'elle fait sens en termes de destination. C'est ça la porte d'entrée mentale de nos publics cibles. Donc, c'est le pays du Haut-Jura. C'est les Hauts-de-Vosges d'Alsace. Donc là, on est un peu en difficulté, mais Hauts-de-Vosges d'Alsace, ça vous parle. Si je vous dis pays Turdolaire, vous me dites, mais aller en vacances au pays Turdolaire, pas vraiment. Aller dans les Hauts-de-Vosges d'Alsace, ça nous cause plus. Et puis c'est que ça fait une offre complémentaire. Parce que vous voyez, entre les hautes vallées, les hautes altitudes, les fonds de vallée, les plateaux où il y a l'offre de neige, et plutôt les entrées de vallées et les parties plus basses de vallées dans laquelle il y a toute cette autre offre culturelle, patrimoniale, c'est très complémentaire. Et avec tout ça, faut arbitrer sans cesse entre l'attractivité et la préservation, parce que si on voit qu'il y a des questions de surfréquentation de certains milieux en été, de lacs, de points d'eau, et puis comme toutes les collectivités territoriales, les moyens sont limités, donc il y a des arbitrages à faire, il y a des priorisations à faire. Et du coup, ça nous amène à un dispositif qui est là, pour le coup, vraiment spécifique à la montagne. C'est Avenir Montagne et c'est le commissariat de Massif. Et donc, c'est l'action d'Hélène de Kergariou avec ses collègues du commissariat de Massif. Oui, en effet. Alors, le programme Avenir Montagne, il a été conçu en 2021. C'était dans un contexte qui était très, très complexe et vraiment particulièrement pour les territoires de montagne. Donc, si vous vous souvenez, 2020, 2021, c'était le Covid. Vous vous souvenez peut-être que toutes les stations de ski ont fermé. Voilà, donc un manque à gagner énorme pour ces territoires-là. Et puis, c'était un contexte déjà de changement climatique de plus en plus important avec un constat de vrai déficit d'enneigement. Et donc, le changement climatique, on le sait, touche principalement les territoires en altitude, touche en premier lieu, pas principalement, mais en premier lieu. Et du coup, ça bouleverse vraiment une grande partie de l'économie touristique de la montagne. L'hiver, mais j'entends aussi l'été, même si, du point de vue économique, c'est moins fort. Donc, c'est un programme, le programme Avenir Montagne Ingénierie, qui est porté par l'ANCT, donc par l'intermédiaire des commissariats de Massif. Et ce programme, il proposait d'accompagner des territoires de montagne dans cette période vraiment cruciale, en mettant à disposition des chefs de projet d'ingénierie territoriale, tout simplement, pour
accompagner les territoires dans la construction ou alors dans l'évolution de leur stratégie touristique. Donc à l'échelle française, c'est une trentaine de postes qui étaient répartis sur tous les massifs pendant 2, 3 ou 4 ans, selon les endroits, avec une œuvre d'ingénierie complémentaire parce que la NCT avait fait des partenariats avec d'autres opérateurs. Donc, on a parlé tout à l'heure de la Banque des territoires, mais on peut aussi citer le CEREMA, différents ministères et puis des fédérations de randonnée, des fédérations sportives. Et l'intérêt de ce programme, ça c'est vraiment important, c'était de consacrer du temps à la stratégie de chaque territoire, parce que chaque territoire est différent. On a dit tout à l'heure, chaque massif est différent. Chaque territoire dans un massif a ses propres organisations, ses propres caractéristiques, ses propres atouts. Et très souvent, l'ingénierie de territoire, j'ai dit que c'est important la stratégie, parce que l'ingénierie de territoire, elle est souvent considérée par les élus comme non productive, parce que c'est pas visible, c'est pas palpable, comme pourrait l'être une construction ou un investissement quelconque. Et les élus, et on peut les entendre, on peut les comprendre, ont vraiment besoin d'éléments qui soient montrables, dits un peu efficaces. Alors pour autant, c'est important de démontrer que l'ingénierie de territoire, c'est de l'intelligence pratique, parce que c'est de l'apport d'idées, de stratégies, ça permet de co-construire, de faire des choix collectifs, ça permet de faire le choix de faire ou parfois de ne pas faire, et de renoncer. Et dans cette période, c'est hyper important. Donc c'est ce qu'a permis ce programme. Ça a permis des réflexions aux bonnes échelles, tu en as parlé Christophe tout à l'heure. Ça a eu un rôle d'accélérateur des réflexions. Ça a permis la concertation collective avec aussi un niveau d'ambition maîtrisé. Le niveau d'ambition, c'est très important aussi. Et puis aussi un niveau d'introspection nécessaire par rapport à la gouvernance. Par contre, cette ingénierie territoriale, elle est, comme je l'ai dit, importante à beaucoup d'égards, mais il faut vraiment faire attention à la manière dont elle est utilisée. Et j'avais quelques points d'attention, moi, par rapport à l'ingénierie territoriale, surtout quand c'est une ingénierie qui est financée par des fonds publics, des fonds d'État notamment. Il faut faire attention à ce que le temps d'ingénierie utilisé par les élus ne soit pas vu comme une variable d'ajustement pour compenser des manques d'effectifs. Ça s'est vu. Hop, on profite de l'aubaine, on prend ce poste d'ingénierie, mais on le met sur toute autre chose que l'ingénierie territoriale. Donc ça, c'est très important d'y faire attention. Il y a aussi besoin d'une volonté politique forte. J'ai bientôt fini, hein, mais si l'élu n'est pas convaincu, finalement, peu importe les compétences du chargé de projet ou du prestataire, il n'y aura pas d'avancée. Et puis enfin, il y a une importance du profil du chargé de projet, parce que sinon, selon le niveau de compétence, selon sa motivation aussi, eh bien, les actions proposées, elles sont plus ou moins pertinentes, originales ou dynamiques, et le pouvoir de conviction, là, est vraiment essentiel, de même que la capacité de contradiction. Il faut vraiment que le chargé de projet qui apporte l'ingénierie territoriale soit en capacité de dialogue avec les élus qui restent les décideurs, mais qui ne sont pas omniscients. Voilà. Et puis, sur la diapo suivante, il manque pas des choses sur la diapo J'ai fait, hop, Tu as fait une animation, ouais, super. voilà. Alors, bon, faire travailler ensemble des élus qui n'ont pas trop l'habitude de travailler ensemble, qui ont plutôt l'habitude de travailler chacun de leur côté sur une politique publique. Très sincèrement, c'est pas forcément rigolo tous les jours parce qu'il peut y avoir de la défiance, de la peur de perdre la main, de perdre leurs intérêts propres au profit d'intérêts collectifs. Et la démarche demande un effort collectif. Et en l'occurrence, sur le pays du Haut-Jura, le programme, sincèrement, alors Christophe, tu pourras peut-être en témoigner, mais pour moi, ce programme, il a bousculé les habitudes des acteurs. Il les a obligés à se mobiliser. En fait, ouais, ça les a obligés, ces élus de 4 Comcom, qui travaillent jamais ensemble, ça les a obligés à réfléchir ensemble, à analyser, à diagnostiquer le fonctionnement de leur territoire sur la thématique du tourisme, parce que c'était l'entrée tourisme.
sur la destination du Haut-Jura n'existait pas, hein, la destination touristique. Il y avait des compétences touristiques de tourisme éclatées entre les EPCI, avec des difficultés à porter une destination qui soit lisible, des offices de tourisme avec des moyens complètement variables, des structurations juridiques complètement différentes. Donc, pas possible à ce moment-là d'imaginer une quelconque fusion. Donc, il y avait un besoin de se connaître, de se comparer et d'analyser factuellement les avantages et les inconvénients de l'organisation actuelle pour voir s'il y avait possibilité de faire mieux, de travailler ensemble et d'être plus performant avec cette possibilité de visibiliser, de voir finalement quels intérêts chacun pouvait en retirer. Donc, ce besoin d'interconnaissance, il ne concernait pas que les élus, il concernait aussi les agents techniques. Ça c'est très important. Donc, le chargé de projet, hein, il a permis, parfois avec de la difficulté, ce travail de coopération, d'appropriation, et le tout assis sur une gouvernance claire et pragmatique. Je dis ça parce qu'en fait, il s'est mis en place une gouvernance autour de cette ingénierie qui ne devait pas venir doublonner d'autres instances. Et il fallait que cette gouvernance, elle soit construite et acceptée collectivement pour qu'elle ait une efficacité. Une fois que tout ça est acquis, mis en place, je voulais juste finir par dire qu'il fallait vraiment mettre sans délai des actions en place, vraiment passer à l'action. Pas forcément en recherchant un projet trop ambitieux ou trop complexe, parce que ça peut raviver des dissensions, mais vraiment aller chercher des projets qui soient pragmatiques et qui permettent aux acteurs de s'habituer à travailler ensemble. Dans le pays du Haut-Jura, ça s'est caractérisé par d'abord un travail d'harmonisation du processus de récolte de la taxe de séjour. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça permet de parler ensemble, et qui fait quoi, comment, vous c'est comme ci et comme ça. Après, ça a été la mise en commun de la communication. Voilà, on entendait dans le pays de Turdolaire tout à l'heure que ça n'avait pas été possible. Là, ils se sont mis d'accord pour un site internet commun pour la destination du Haut-Jura. Et encore ensuite, je dis vraiment, c'est l'un après l'autre, hein, parce que c'est les habitudes de travail qui font qu'on a envie d'aller plus loin. Et là, actuellement, c'est un projet de construction et de conception d'un itinéraire de randonnée qui chemine sur les 4 Comcom. Donc, les habitudes de travail, elles se construisent, les outils se mutualisent, et l'étape suivante, peut-être que ce sera la fusion des offices de tourisme, peut-être. Voilà, n'allons pas trop vite, mais ça va ouvrir aussi la porte à des fusions administratives qui sont plus ambitieuses. Et voilà, moi j'ai envie de dire, cette ingénierie territoriale, la présence, le rôle du chargé de projet ou d'un prestataire extérieur hein, sur ces territoires, bah, c'est jamais anodin. Ça permet d'aller plus loin, plus vite et de manière plus construite vers des projets de territoire. Merci Hélène. Je me fais un petit peu le gardien Oui, je suis toujours des un peu horloges. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être plus tôt, je ne sais pas si on aura le temps de traiter tout ça, mais à la question effectivement de la politique, en tout cas des éléments méthodologiques, ou peut-être une dernière slide, Christophe, là-dessus. Ouais, bah, là, vous voyez, 10 minutes, à présent. ouais. Voilà. Sur la convergence, en fait, là, vous voyez les activités neige, on maintient l'existant, on construit pas de nouvelles remontées mécaniques, on maintient celles qui existent. Grande agilité dans la gestion, comme on l'a vu. Le deuxième axe de travail, ça a été toute la diversification des activités sportives hors neige. Donc, sur tout ce qui est les itinérances douces, les activités de plein air et des activités sportives en intérieur avec des escalades ou des salles d'aventure, ça qui manque. Il y a eu un troisième axe qui était ce patrimoine et culture, donc vraiment pour organiser tout ce qu'on a vu, toute cette offre riche, elle existe, mais c'est de la rendre visible et accessible. Les mobilités, accessibilité, un élément clé, et ça se travaille, c'est vraiment, en fait, j'ai content de dire, c'est hors tourisme. Mais, ou encore, c'est qu'on s'appuie sur toutes les démarches de mobilité qui existent, les schémas vélo et autres plans de déplacement, parce que vraiment l'idée c'est de travailler, de répondre aux attentes des habitants en même temps qu'on répond aux besoins des touristes, et on mutualise ces deux actions pour avoir une action plus efficace et économiquement viable. Et puis bah, sur la montée et la qualité en adaptation d'hébergement, on l'a vu, c'est un élément important. Vous voyez, donc sur les deux territoires, en fait, on a eu
les mêmes axes, d'évolution de l'offre avec chacun ses spécificités et en puisant dans les caractéristiques de chacun des territoires qui composent des EPC qui composent les destinations et avec cette communication commune, des informations partagées, des offres de parcours possibles qui traversent tous ces territoires. Et donc, vous voyez, ça, c'est ce site internet qui a été mis en route il n'y a pas tellement longtemps qu'on a finalisé ça, de destination du pays du Haut-Jura. J'en Et tout profite ça, pour faire c'est pour moins remonter un dépendre de la neige. commentaire, ouais, Christophe, de Ouais, Marie-Laure du Ventoux, justement sur la diversification, hein, c'était la slide d'avant, qui dit il y a des enjeux écologiques avec des espèces protégées qui peuvent créer un frein finalement sur les projets de diversification, j'imagine, sur les activités de pleine nature, ouais, escalade, tout ça, et notamment l'été, et ça génère des clivages politiques. Donc, ouais. finalement, on voit bien qu'il y a aussi des enjeux contradictoires entre la volonté de diversifier et le fait d'avoir un consensus politique des différents élus ou des différents territoires concernés par rapport aux différents projets. Bref. Ben, et c'est pour ça que dans la structuration, c'est vraiment, il y a la question de l'accompagnement et du guidage et d'amener les personnes à certains endroits et d'être agile dans la signalétique. Vous voyez, de dire parcours à raquettes en neige qui passe sur des tourbières, aucun problème. C'est fléché, la neige fond, les touristes, ces pays du Jura, passent sur les tourbières et se prennent des amendes parce qu'ils sont passés sur les tourbières, on n'a pas le droit de marcher sur les tourbières. Donc ça nécessite de se dire, on a besoin de cette grande agilité, de ces grandes organisations pour canaliser et gérer les flux. Et avec ça, vous voyez sur le remarque méthodologique, et c'est juste un point, c'est que la co-construction, c'est un levier important. On a fait une méthodologie à chaque fois classique en 3 phases, diagnostic, stratégie, plan d'action. On a amené des entretiens individuels, les chefs de projet pour explorer, identifier les enjeux. On a fait des ateliers collectifs dans la phase diagnostic, dans la phase de la stratégie, dans la phase du plan d'action. Mais en fait, ce qu'on voit, et ce que je vois aussi sur d'autres territoires, c'est qu'on a une fatigue et une lassitude des sociopros. En fait, tout le monde fait de la co-construction. Et donc, ils sont sollicités, sursollicités. Du coup, on a du mal à les mobiliser. Et on a un décalage entre la stratégique et long terme. Et eux, ils ont des attentes opérationnelles de court terme. Ils disent, oui, mais pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, c'est compliqué. Et ça veut dire que vraiment l'enjeu majeur, c'est de rendre visibles les résultats, notamment à court terme, pour montrer que ça avance. Donc, c'est bien, les réalisations, on les fait, mais il faut aussi penser à recommuniquer auprès de ces acteurs, d'aller vers eux. Et puis, il faut les solliciter avec parcimonie. Donc, quand on se dit, on va faire 5 ateliers thématiques, non, il faut faire un atelier un jour dans lequel on traîne les 5 thèmes en parallèle, on fait une mise en commun. Sinon, on les use et on n'y arrive pas. Et pour terminer, dans les conclusions et les enseignements, en substance, voilà, c'est que la transition touristique, écologique, économique et sociale, elle est inévitable. Ça chamboule tout. On a besoin de s'adapter. Il y a besoin d'avoir cette réflexion systémique. Il faut choisir la bonne échelle. La bonne échelle, c'est la destination pour les clientèles, leur porte d'entrée mentale. Et ça nous pose des enjeux de gouvernance qui est en fait aussi importante que l'offre. Parce que vous voyez que si cette offre-là, elle est particulière, que l'information, elle n'est pas passée entre que les différents EPCI se mettent pas d'accord, ne connaissent pas les offres des autres territoires, des autres EPCI, en fait, on n'arrive pas à créer cette destination-là. Donc, avec cet enjeu à la fin de se dire qu'il faudrait avoir un seul office du tourisme et une fusion, on a vu que c'est compliqué. Et puis qu'on voit qu'in fine, cette offre cette évolution de l'offre touristique, elle peut pas compenser la perte d'activité liée à la neige, la perte de revenus, et que du coup, ça nous emmène sur une réflexion, un besoin d'avoir une réflexion avec l'économie résidentielle et productive des territoires, et que tout ça fonctionne ensemble, et ça nous envoie sur la suite de l'accompagnement des territoires où notamment à l'échelle des commissariats massifs de l'État, il y a cette réflexion en se disant on a besoin de traiter au-delà du simple tourisme. Ok, merci Christophe. Le support, évidemment, vous sera, sera accessible, hein, pas de problème, parce qu'on a une question de Coralie là-dessus, ainsi que le replay du webinaire. Juste, si on peut revenir sur la diapo d'après, Christophe, parce que moi j'ai une petite. Ouais. Il y a eu une remarque aussi dans la conversation sur la question de la bonne échelle, hein, d'Annabelle. Et moi, j'ai un peu l'expérience aussi d'un territoire qui est un parc naturel régional de la Chartreuse,
et qui finalement faisait le constat, et ça, je rebondis en fait sur ce que disait Isabelle tout à l'heure, sur la nécessité de maintenir peut-être sur plusieurs journées les flux touristiques, à éviter des flux pendulaires finalement, qui ne sont pas des flux domicile-travail, mais domicile-lieu touristique. Et donc le territoire chartreux se plaignait justement, enfin en tout cas trouvait que les flux entre Grenoble et le parc naturel, Chambéry, le parc et Lyon, finalement créaient plus de nuisances et de contraintes que d'avantages pour le territoire. Et donc, et ils ont développé en fait des relations avec les villes de Grenoble et de Chambéry notamment, sous la forme d'un contrat de réciprocité, pour voir comment est-ce qu'on pouvait effectivement travailler cette question du slow tourisme, on va dire ça comme ça, pour permettre effectivement de renforcer une présence, au moins sur un week-end ou sur un grand week-end, des touristes, pour éviter effectivement ces logiques, parce que c'est sûr que c'est facile pour un Grenoblois, une fois qu'il est sur le territoire, de revenir en 1 heure, et même parfois moins, il revient chez lui. Mais... Donc il y a aussi cette question de coopération interterritoriale, y compris sur, par exemple, des grandes villes ou des métropoles. Voilà, je voulais apporter ce petit témoignage sur la question de l'échelle. Il y a le territoire, puis il y a aussi la provenance des touristes. Peut-être la dernière slide, puisqu'on arrive au terme, il nous reste 1 minute. En tout cas, moi, je voulais remercier vraiment très fortement nos intervenants je le redis, de qualité. Vous avez pu le constater factuellement, Isabelle, Hélène et Christophe. Merci beaucoup. Merci bien sûr aux Renette et Annabelle pour la partie logistique, l'animation de cette réunion. Un petit rappel, Annabelle, tu peux peut-être dire 2 mots sur les 33e rencontres qui vont se situer à Reims cette année, début octobre. Oui, le programme sera bientôt disponible, donc autour du fil rouge raconter, décider, transformer l'économie au cœur du territoire. On va aussi parler sans doute, sans nul doute d'ailleurs, du nouveau mandat. Donc n'hésitez pas à inscrire la date dans votre agenda et puis à rester à l'écoute des réseaux, etc. pour découvrir le programme d'ici un mois, je pense. Et merci pour votre présence et la qualité des interventions. Voilà. Et un tout dernier mot sur les éditions territoriales, puisque comme je suis directeur scientifique du guide permanent du développeur économique, donc sur la même thématique qu'on vient d'aborder aujourd'hui, un article est en préparation. Tu me confirmes, Christophe, qui devrait sortir au mois de mai. Oui. Voilà, et qui paraîtra dans le guide permanent du développeur. Donc, si vous voulez vraiment pousser cette réflexion et avoir des éléments plus complets, plus complémentaires, un article paraîtra dans la revue, enfin, dans le guide permanent, si vous y êtes abonné. Sinon, bah, je vous invite à le faire. Tout à fait. Oui. Et Prochaine. Voilà. on a basé le webinaire, la structuration du webinaire est basée sur la structure de l'article, et donc qui explicite plus dans les détails, c'est ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Voilà, donc merci aux participants. Effectivement, c'est toujours un peu frustrant de ne pas voir les têtes, mais des uns et des autres. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire des RNET. Merci. Il est Merci, au 13 revoir. heures, donc on rend l'antenne, comme on dit. Merci, au revoir. À 13h00.